La crise des euromissiles s'est déroulée en Europe au tournant des années 1970-1980. Pour la comprendre, il faut tout d'abord rappeler un certain nombre de données de base de la stratégie nucléaire. Pour la première fois dans l'histoire, les grandes puissances disposent d'une arme qui n'est pas faite pour être utilisée, tout simplement parce que sa puissance de destruction est telle que, à l'évidence, une guerre nucléaire ne laisserait que des vaincus et aucun vainqueur. Alors, si on ne peut pas s'en servir, on peut se demander pourquoi la posséder. Eh bien, tout simplement parce que les autres la possèdent, et c'est pour les dissuader de s'en servir. Donc, on a, pour la première fois dans l'histoire, une arme qui n'est pas une arme de combat, mais une arme de dissuasion. Depuis les années 1960, pour lancer l'arme atomique, les deux superpuissances disposent de missiles intercontinentaux. Sur cette carte, on a représenté les missiles soviétiques. Il s'agit de missiles à très longue portée, plusieurs milliers de kilomètres, et donc qui peuvent frapper directement le territoire de l'autre superpuissance. Lorsqu'un missile est tiré, il lui faut environ une demi-heure pour atteindre sa cible à plusieurs milliers de kilomètres de là. Et comme l'URSS dispose d'un très grand nombre de missiles, quelque part entre 1000 et 2000, eh bien elle pourrait très rapidement donc infliger des dégâts majeurs au territoire des États-Unis. Mais il est bien évident que l'URSS n'utilisera pas ces fusées parce que si elle le faisait, les États-Unis répliqueraient immédiatement avec des missiles intercontinentaux équivalents et le territoire de l'URSS serait détruit. Donc les deux arsenaux nucléaires se neutralisent mutuellement. Ils se neutralisent puisque l'existence des fusées soviétiques interdit l'utilisation des fusées américaines. De la même façon, l'existence des fusées américaines interdit l'utilisation des fusées soviétiques, donc la dissuasion mutuelle est assurée. Cependant, dans le courant des années 1970, la situation a été modifiée par l'installation en Europe de l'Est de fusées soviétiques à moyenne portée. Moyenne portée, cela veut dire qu'elles ont une portée de quelques centaines de kilomètres et non pas de quelques milliers de kilomètres comme les fusées intercontinentales. Concrètement, ces missiles soviétiques à moyenne portée peuvent frapper l'Europe occidentale, mais ils ne peuvent pas frapper les États-Unis. Alors, au premier abord, on ne voit pas très bien ce que ça change. Il y avait déjà d'énormes fusées soviétiques, on a ajouté à côté des petites fusées moins puissantes. Où est le problème, où est le danger? En réalité, cela change complètement les données de la dissuasion nucléaire. En effet, l'utilisation ou même la menace d'utilisation des missiles intercontinentaux soviétiques reste interdite par l'existence même des missiles intercontinentaux américains. Mais quelle serait la réponse à l'utilisation, ou même, sans aller jusque-là, à la menace d'utilisation d'euromissiles soviétiques qui peuvent frapper l'Europe de l'Ouest, mais qui ne peuvent pas frapper le territoire des États-Unis? Alors on peut toujours se dire que l'Alliance Atlantique oblige les États-Unis à défendre l'Europe de l'Ouest. Mais placé devant une menace de guerre nucléaire qui pèserait sur l'Europe et pas sur les États-Unis, est-ce que les États-Unis à ce moment-là seraient prêts à s'engager jusqu'à la guerre nucléaire? Alors il est évident qu'il y a là une situation d'une extrême gravité et que personne ne pourrait dire ce qui se passerait dans une telle situation. Pour parler plus concrètement, il n'y a pas de réponse claire à la menace des euromissiles soviétiques, et donc il y a un danger de séparation, de découplage, comme on l'a dit à l'époque, entre la défense de l'Europe de l'Ouest et la défense des États-Unis. Pour bien comprendre cette menace, il faut se souvenir que nous sommes à la fin des années 1970. Et personne ne sait évidemment que l'URSS va s'écrouler lamentablement une dizaine d'années plus tard. Au contraire, à la fin des années 70, l'URSS paraît plus forte et plus menaçante que jamais,
alors qu'au contraire les États-Unis sont affaiblis par les conséquences de leur défaite au Vietnam en 1975. Le Vietnam qui maintenant est complètement unifié sous la direction des communistes et qui a ouvert donc des bases navales à la marine soviétique. À la même époque, l'URSS s'est pour la première fois trouvé des alliés en Afrique avec l'Angola, le Mozambique, l'Éthiopie. En Amérique latine, il y avait déjà Cuba. Il y a maintenant, à partir de 1979, le Nicaragua, où une révolution a renversé un dictateur protégé par les États-Unis. 1979, c'est aussi l'occupation du Cambodge par le Vietnam. C'est la victoire de la révolution islamique en Iran et donc la destruction du régime du Shah d'Iran, l'un des meilleurs alliés des États-Unis. Enfin, 1979, c'est le début de l'intervention soviétique en Afghanistan. À la même époque, on voit pour la première fois la flotte soviétique se déployer sur tous les océans. C'est-à-dire que l'URSS semble pour la première fois avoir rompu l'encerclement qui était le sien dans le bloc continental de l'Eurasie, et elle semble représenter vraiment une menace pour les États-Unis. Dans ces conditions, il est bien évident qu'il y aura une réponse des États-Unis et de leurs alliés occidentaux à la menace que représentent les euromissiles. Cette réponse, c'est l'installation en Europe de l'Ouest de fusées américaines à moyenne portée. Cette décision est prise en 1979. Ainsi, il y a maintenant, face aux euromissiles soviétiques, des euromissiles de l'OTAN. Les deux menaces s'annulent, l'équilibre précédent est rétabli, et le danger de découplage entre l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, ce danger disparaît. Pourtant, on n'est pas revenu purement et simplement à la situation antérieure. En effet, depuis 1972, avec les accords SALT, on avait tenté d'arrêter la course aux armements, accords SALT signés par les États-Unis et l'URSS. Or, avec l'affaire des euromissiles, on a relancé la course aux armements. Et bientôt, les États-Unis, sous la direction du président Reagan, vont aller encore plus loin avec le projet qu'on a appelé projet de guerre des étoiles, c'est-à-dire un projet gigantesque de militarisation de l'espace pour se protéger contre les missiles soviétiques. Et il y a là quelque chose de tellement ambitieux que l'URSS ne pourra pas suivre, ni sur le plan financier, ni sur le plan technologique. Et c'est l'une des raisons qui font que, finalement, c'est l'URSS qui va demander l'armistice, en quelque sorte, dans la guerre froide. Cette demande d'armistice dans la guerre froide sera d'ailleurs faite par l'URSS à propos des euromissiles, lorsque, en décembre 1987, le numéro 1 soviétique Gorbatchev acceptera de signer avec le président Reagan les accords de Washington, accord qui prévoit le démantèlement de tous les euromissiles, aussi bien américains que soviétiques. Personne ne le sait encore, mais c'est le début de la fin pour la puissance de l'Union soviétique. La leçon historique que l'on peut en retenir, c'est qu'il faut toujours se méfier des apparences. En effet, jamais l'URSS n'a paru aussi forte et aussi menaçante que quelques années avant son effondrement.